Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Prospect. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial qui est comment créer une véritable synergie entre les équipes marketing, sales et customer success. Et oui, encore, vous connaissez la situation. Vous avez le marketing qui génère des leads que les sales ne veulent pas traiter parce qu'ils ne trouvent pas assez qualifiés. Vous avez les sales qui vendent des choses et qui font de fausses promesses et les CSM qui doivent tout rattraper derrière avec de l'ultra care. Et dans ce genre de conditions, généralement, personne n'atteint vraiment ses objectifs. Alors, comment sortir de ce cercle vicieux et transformer vos équipes en véritables machines de croissance? Pour en parler, j'ai invité Paul Lemonnier, qui est fractional CMO, qui a énormément d'expérience, notamment chez Ringover et chez Arturing. Il est expert en go-to-market, notamment à l'international. Il a dû faire face à beaucoup d'enjeux et notamment à aligner ses équipes pour pouvoir générer un maximum de revenus. Dans cet épisode, on a parlé de plusieurs choses. On a parlé des signaux qui indiquent qu'un positionnement d'une entreprise fonctionne vraiment, de comment créer des objectifs communs qui alignent toutes vos équipes, les méthodes concrètes pour désamorcer les conflits entre équipes et l'organisation idéale pour maximiser la croissance en 2025. C'est un épisode pratique, concret, comme toujours. Je vous laisse découvrir ça. À très vite. Hello Paul, comment vas-tu? Hello Laetitia, bien, merci. Et toi? Bah, très très bien. Merci, merci d'avoir accepté mon invitation. Ravie de t'accueillir en fait sur Prospect. On va parler aujourd'hui d'un sujet dont je parle finalement rarement ou toujours en périphérie. On va parler de marketing puisque c'est ton background. Pourquoi? Parce que effectivement, j'avais envie qu'on aborde un sujet qui est aujourd'hui, le sales et le marketing ne peuvent pas, fonctionner, séparément comme ça a pu l'être, il y a quelques années, où il y avait des boîtes qui pouvaient s'en sortir en étant plus sales driven, plus marketing driven, et cetera, et cetera. Aujourd'hui, on se voit que toutes les boîtes dans lesquelles, sur lesquelles le sales est séparé du marketing, vice versa, ben, ça marche pas, problème de revenus, et cetera. Donc, j'aimerais qu'on parle justement des briques nécessaires pour faire en sorte que ça se passe bien entre sales et marketing. Donc, bien évidemment, on parlait d'alignement. Ce qui se passe généralement, bah, c'est que le marketing, génère beaucoup de leads, et c'est jamais assez. C'est jamais assez, c'est jamais assez. Et surtout, en fait, les sales les traitent pas toujours parce qu'ils vont dire que, effectivement, les leads sont pas bons ou sont pas, hyper qualifiés comme ils aimeraient que ce soit. Et on va avoir aussi également, les CSM qui vont se plaindre que les sales vendent n'importe quoi et que du coup, ils sont obligés de rattraper les choses, grâce à, de l'ultra care et donc perdre énormément de temps avec des clients et cetera. Donc c'est un peu ce qui se passe dans une équipe, en fait, on va dire dans une équipe revenu. Aujourd'hui, comment on fait pour se sortir de là? Tu as connu quand même pas mal d'équipes, des belles boîtes. Comment on fait pour que ça se passe pas tout ça? Ouais, c'est un gros, gros boulot d'alignement. Je pense que c'est la question à beaucoup de millions d'euros. J'allais dire un, mais en fait, plus que ça, quand tu y réfléchis, ouais. Il y a plusieurs leviers. En fait, je pense que la situation, et tu le disais un peu, c'est qu'aujourd'hui, on a mis le marketing en fait dans un rôle de lead dans le revenu, mais en fait, on s'en rend pas forcément compte. C'est-à-dire que les attentes des CEO sont très élevées par rapport aux directeurs commerciaux, aux équipes commerciales, de parce que c'est elles qui génèrent le chiffre d'affaires d'une boîte. Et en même temps, la responsabilité de l'équation de revenus et de faire en sorte que tout soit bien aligné sur le marché, la proposition de valeur et tout ce qui va en suivre, en fait, ça revient au marketing parce que c'est eux qui sont responsables de comprendre le marché, d'aller chercher les bonnes cibles, d'avoir le bon message et de mettre en place les bons leviers pour aller actionner tout ça, quoi. Et, et donc du coup, il y a une responsabilité qui incombe au marketing de faire en sorte que les choses roulent bien et qu'on s'aligne avec les autres équipes, quoi. OK, Alors après, justement. comment tu le fais? C'est un, Non, mais justement, c'est, on va découper et puis je vais t'accompagner dans ce chemin parce que moi, j'ai le côté plutôt sales, toi, tu le côté marketing. Donc, on va partir un petit peu justement, des problématiques, justement de cette tension, de d'où elle vient. Hem, Moi, dans mon expérience, ce que j'ai souvent remarqué et je trouve que c'est intéressant ce que tu as dit, c'est qu'on a cantonné quand même le poste de CMO, en fait, globalement, à un poste de générateur de leads où, en fait, on lui demande sans cesse de générer des leads. Au fur et à mesure, ben, il fait ce qu'on lui demande, donc il génère des leads. On se rend compte que les leads sont de plus en plus éloignés de la target ou du client idéal et donc forcément derrière, en fait, les sales, bah, se retrouvent pas forcément contents, mais en même temps, voilà. Du coup, moi, la question que j'aimerais te poser, pour moi, tout est lié, en fait, à la taille de marché aujourd'hui, et aussi également au fait qu'il y a une bonne communication, en fait, sur quelle est la taille de marché et que les sales et le marketing puissent, en être informés. Déjà, ça, c'est quelque chose que je vois très peu dans les boîtes. Toi, comment tu faisais justement quand tu faisais ce travail de positionnement? Comment tu faisais pour faire en sorte qu'il y ait une bonne visibilité sur la taille du TAM déjà?
Ouais, en fait, déjà se poser la question, c'est un 1er vrai pas parce que, il y a énormément de boîtes qui définissent peut-être au début un problème, un marché, voilà, je me lance, j'ai ça, je le lance, c'est ça mon marché, je vais vendre à X type de boîte ou, voilà, moi je suis habitué du B2B donc je vends à X type de boîte plutôt, dans telle géographie et je roule, avec ça. Heu, déjà se poser la question de savoir quel est mon marché adressable total, qu'est-ce que là je suis en train d'aller chercher et qu'est-ce que je vais aller chercher plus tard? C'est quand même un premier pas vers quelque chose qui est, relativement scalable parce que je suis en train de mettre en place et de développer un playbook sur comment je vais chercher un marché, comment je travaille ma notoriété, comment est-ce que je pénètre ce marché-là et que j'en tire du revenu. Et puis surtout, je suis en train aussi de prévoir ce qui va se passer quand j'aurai épuisé mon premier bassin, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où je suis arrivé à 10-15-20% de marché, il va falloir ramer parce que je suis allé chercher les early adopters et en général, c'est à partir de là que ça commence à se corser. Donc c'est bien de savoir où on se trouve dans un marché. La deuxième chose, c'est que, cette question-là, elle est très stratégique. C'est des discussions qui doivent avoir lieu, entre un CMO, son CEO, entre un CEO, un CRO, voilà et souvent il y a ces discussions qui doivent avoir lieu entre, plusieurs personnes de la direction de la boîte, quoi. Et c'est pas un CMO qui arrive et qui dit: «Bon, bah, voilà, on en est là et c'est là qu'on doit aller après», quoi. Donc Mmh. la première chose, c'est à mon avis, il faut quand même déjà avoir une appétence et en fonction de la maturité de l'équipe de direction, bah, il va falloir les accompagner ou pas, vers, des réflexions de ce genre-là, quoi. Et il y a un truc, aussi également, je pense que c'est la répartition des rôles. Toi, tu es CMO et en fait, là, tu as cité un nom, c'est pour ça que j'en profite, CRO, on a CMO, on a le VP Sales, on a le Head of Sales, on a le CEO, on a le CPO, on a bon bref, on a plein de C avec des choses voilà, CFO, CO. Bref, si on se contente sur la partie revenus, parfois je trouve qu'il y a un flou. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, où, parfois le clash qu'il peut y avoir entre les différentes équipes, c'est justement la délimitation de c'est quoi le rôle de chacun. Justement, au départ, tu le disais, on a cantonné le marketing sur la génération de leads, alors que c'est beaucoup plus large que ça. Ce que tu disais, c'est aussi également pour moi la partie marketing. On a mis des mots différents, alors qu'on pourrait dire positionnement pour parler de marketing et marketing positionnement, si j'allais rapidement. Et donc souvent, comme il y a pas ce rôle qui est pris, soit par manque de compétences, soit par justement, on n'ose pas parce qu'il y a le CEO qui a déjà travaillé sur le positionnement, donc le CMO est peut-être trop jeune ou souhaite pas rentrer un peu dans le, entre guillemets, plein de guillemets, dans l'art, c'est le seul mot qui me vient là, actuellement là, du CEO. Bah, on se retrouve avec, bah, du coup un positionnement bancal, ce qui va rejaillir sur la partie commerciale et donc on va avoir un VP Sales ou un Head of Sales, peu importe, qui va se sentir obligé parce que lui, son objectif, c'est d'aller chercher l'objectif, le chiffre d'affaires et il va avoir une certaine pression de travailler sur ce positionnement alors que ce n'est pas, pour moi, je considère que c'est pas son rôle. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, je pense que c'est juste en fait, ce que tu décris, c'est une situation, de silo. C'est-à-dire que tu as une équipe marketing, une fonction marketing pour parler de directeur ou quoi. Tu as une fonction marketing, c'est une équipe qui travaille de son côté à générer des leads parce qu'ils ont des objectifs de génération de leads. C'est une attente qui est très forte de la part des directions d'entreprise pour les équipes marketing et la fonction sales, son objectif, bah, c'est de facturer. Voilà, donc tu as 2 équipes qui ont 2 objectifs, qui sont pas forcément alignés, qui vont a priori dans le même sens, mais qui sont pas complètement alignés et qui vont du coup, à un moment, regarder avec leurs œillères, comment faire pour aller chercher leurs targets qui sont, celles de générer du lead ou alors, signer des clients, quoi. Et donc forcément, à partir de là, tu te retrouves dans cette situation où quand tu essaies d'aller chercher tes objectifs et que tu te retrouves dans une difficulté pour y aller, bah, tu vas aller faire l'extra mile. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec des équipes marketing qui parfois vont dire: «OK, on va revoir le cycle de vente, pour avoir des choses qui sont plus claires, plus intelligibles» et qui vont commencer à marcher sur les plates-bandes des équipes ops et des équipes sales, à essayer de te définir des choses pour des choses qui soient plus compatibles avec, leur marketing et ce qu'ils font. Et puis tu as les équipes sales qui disent: «C'est pas comme ça que je présente le truc parce qu'en fait, si je présente les choses comme ça, mes clients, mes prospects, ils l'entendent pas, ils le comprennent pas, quoi». Et donc je pense que ça vient aussi d'une organisation et d'un manque d'alignement au niveau, des équipes. Et l'alignement, il peut venir que des dirigeants, des managers des équipes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un dialogue, qui ait lieu au moins entre le CMO et le directeur commercial, donc le marketing et les sales, pour pouvoir s'aligner et là ensuite commencer à travailler ensemble autour enfin de s'écouter dans un premier temps, d'être capable quand on est un directeur marketing de s'entendre dire: en fait, ton positionnement, il est pas bon, ça résonne pas. Quand j'en parle, ça marche pas. Par contre, moi, ce que j'entends, c'est ça.
Et si on entend des sales qui commencent à dire les leads sont pas bons ou si les leads sont pas traités, plutôt que de dire je vais mettre un SLA parce qu'en fait les gars ils mettent 3 jours à traiter mes leads, dire peut-être qu'il y a une raison pour laquelle ils ne traitent pas. On va regarder ce qu'ils traitent pas, on va aller parler avec eux et comprendre. Et ça peut amener à des décisions de dire ok, il faut qu'on arrête de vendre comme ça. OK, j'ai envie de finir un peu sur cette gestion de conflit. Comment tu fais? Parce que, tu vois, souvent, quand on parle d'alignement d'équipe, on dit: «Voilà, il faut que les gens se parlent». OK. Je sais pas si c'était déjà arrivé ou bien comment tu conseillerais une boîte où justement la discussion souvent quand il y a un problème d'alignement, c'est que la discussion elle est plus possible. Il y a les égos, il y a, eu souvent d'un côté comme de l'autre, avoir l'impression d'avoir été responsable de la réussite du quarter, mais voilà, qu'il l'a payé cher de son temps et cetera. Chacun a l'impression d'avoir beaucoup plus travaillé que d'autres, en tout cas que l'autre. Comment tu fais pour justement, faire en sorte que cette discussion, elle ait lieu? On parle souvent justement de ce poste de CRO qui est censé un peu, siffler, la fin de la récré. Ça peut être aussi également une solution. Voilà, c'est quoi toi un peu ton point de vue là-dessus? Comment, faire en sorte que cette discussion se fait et qu'est-ce qu'il doit y avoir dans cette discussion? Comment on doit mener les choses? Ouais. Je pense que la première chose qui doit pas y avoir, c'est de l'ego, tu le disais. Mmh. On est quand même, voilà, une boîte, ça reste des gens qui sont là pour bosser ensemble, notamment dans la tech, le SaaS. C'est que des gens qui travaillent. Il n'y a pas de valeur dans des machines, des usines ou quoi. Donc c'est vraiment du people et il faut l'avoir en tête. On fait partie de la valeur de la boîte. On est la grande partie de la valeur d'une boîte. Donc il faut qu'on arrive à bosser ensemble. C'est beaucoup d'humains. Donc aller déjeuner avec le directeur commercial ou la directrice commerciale de temps en temps, ça fait partie des bonnes pratiques. Si on veut avoir une relation et si on veut pouvoir discuter ensemble sereinement, le mieux c'est quand même de pouvoir s'entendre, quoi. On se demande pas d'être les meilleurs amis du monde, mais pouvoir aller déj, passer un bon moment et se raconter un peu les challenges et les choses sur lesquelles on bosse, ça fait quand même partie des choses qui facilitent la discussion et peut-être qu'évite d'arriver à un moment de frustration. Ça y est, moi j'ai aussi eu des moments de frustration avec des équipes commerciales autour des choses les plus classiques, quoi. Dans l'inbound, ça va être ce sujet de dire je t'envoie plein de leads et tu les traites pas et le commercial va dire ouais mais en fait ils sont pas bons tes leads, ils sont pas chauds, ils sont pas qualifiés. Ils vont se vous dire ils sont pas qualifiés. Et en fait, première chose c'est d'écouter ça et de se dire ok, C'est quoi un lead qualifié? Déjà se poser sur ça, cette qu'est-ce question-là. que c'est? Ouais. Mmh. Qu'est-ce que tu veux dire par qualifié en fait? Mmh. En général, ça veut dire je peux pas lui vendre juste ça marche pas. Et là du coup il faut aller creuser et comprendre. Et je te donne un exemple, nous on avait des leads et un responsable qui me dit bah en fait ils traitent pas les leads, ça marche pas. Ok, on va discuter et à la fin je pose la question, je me dis mais t'as envie de les appeler ou pas ces leads? Et le commercial me dit en fait non, j'ai pas du tout envie de les appeler en fait parce que ça sert à rien en fait, j'appelle d'autres leads. C'est-à-dire c'est pas que je mets du temps à les traiter en fait, c'est que je ne veux pas les appeler. C'est ok, pourquoi? Pas parce qu'en fait j'ai d'autres listes qui sont plus qualies et sur lesquelles ça répond plus. Donc ça fait du sens. Ça veut dire que il y a quelque chose en outbound qui fonctionne mieux que ce que je t'envoie en inbound, donc j'ai quand même moins un problème de fond. Et donc je prends une décision forte, je dis ok, j'arrête de t'envoyer des leads comme ça. Ça sert à rien. Je préfère t'envoyer plus de leads en inbound qui sont peut-être mieux qualifiés, et là je mets des guillemets autour, c'est-à-dire en Mmh. gros qui répondent mieux. Et donc ça veut dire qu'il faut que nous, au marketing, on entende ça et qu'on se dise ok, on va arrêter d'envoyer ça parce que l'objectif c'est l'efficacité commerciale derrière. Et donc la Mmh. première chose c'est aussi de laisser l'ego de côté et de prendre des décisions qui vont dans le sens des équipes commerciales. Et sur Mmh. l'outbound, tu retrouves à peu près le même sujet de friction qui va être mais je veux pas que tu touches à ces leads-là, ou alors j'ai plus assez de base, quoi. Et donc la première chose aussi, c'est de se dire bah, on va écouter. Si tu veux pas que je touche à ces leads-là, c'est qu'il y a probablement des choses sur lesquelles tu es en train de travailler et on va essayer de comprendre de quoi. Et si c'est parce que c'est des leads enterprise et que moi j'ai pas la granularité et que je peux pas te permettre d'être suffisamment fin pour aller chercher des clients qui sont importants et que moi je vais juste te parasiter en outreach, je vais plutôt te mettre à disposition les outils pour que toi tu le fasses plus rapidement. En OK. revanche, là où tu perds du temps à aller contacter des petits comptes, dis-moi ce que je peux automatiser pour toi et à ce moment je vais essayer d'aller chercher du rendez-vous directement qui sera qualifié. Et si mes bases sont pas bonnes, etc., je vais affiner. Donc voilà, pour moi, une manière de désamorcer ces conflits-là, c'est de faire un pas vers l'autre. Et c'est d'accepter, de se dire, ok, je comprends. Évidemment, j'ai des objectifs à envoyer des MQL et pour ça, j'ai l'impression qu'il faut que j'envoie du lead. Et donc, il y a probablement des questions à se poser autour des objectifs qu'on se fixe.
Et par contre, ben, OK, je fais un pas vers toi, on va arrêter de penser les objectifs, on va réfléchir un peu plus là aux revenus, à la santé de la boîte et on va essayer de s'aligner, sur, ce qui fait que toi, tu vas avancer ou pas. Bah, là, en fait, dans ce que tu dis, il y a plein de trucs hyper pertinents, mais du coup, tu es hyper sympa avec le sales, avec la team sales en mode hyper compréhensive, et cetera. Moi, en fait, il y a une chose qui m'a toujours, un peu, étonnée, c'est le manque d'alignement dans ce qu'on pouvait pour moi, ce qui est le plus évident, c'est le fait qu'on ait les mêmes objectifs entre une team sales et un team marketing. Donc je sais pas si tu as déjà expérimenté ça dans tes expériences, si tu as vu en fait qu'il y avait, vraiment une une vraie différence là-dessus. Pourquoi? Parce que moi, typiquement, j'avais souvent l'impression, bah, que moi, en fait, si je réussissais pas les objectifs parce que c'était une période difficile ou pas et surtout encore plus, par exemple, aujourd'hui, on est dans un contexte un peu hyper incertain et cetera, que toi, tu avais pas du tout en tant que sales, bah, ça peut pas arriver de dire, en fait: «Bah, j'y arrive pas, en fait» ou en tout cas, il y a pas ça marche pas, mon taux de closing, il est long parce que, les gens prennent pas leurs décisions. En fait, c'est débrouille-toi, quoi, fais ton chiffre. Mmh. Et donc de l'autre côté, on avait aussi se dire: «Bah, si moi on me demande de me débrouiller, du coup toutes les équipes doivent réussir à se débrouiller et cetera». Et du coup, ça créait un peu ce désalignement parce qu'il y en avait un qui avait son salaire, en full, qui réussisse ou pas à générer des leads et l'autre qui, a un salaire en moins et cetera. Ce qui est moins vrai aux États-Unis par ailleurs où j'ai vu beaucoup plus de modèles, où on a eu plus de mèmes sur LinkedIn. On voit, le marketing, bras dessous avec le sales en mode, en regardant une maison en feu, on n'aura pas nos primes, en fin d'année. Mais ce qui est encore pas encore vrai ici, est-ce que tu as vu vraiment une vraie différence? Et comment ça se et sur quoi, en fait, on peut s'aligner? Est-ce que c'est vraiment du chiffre d'affaires? Est-ce que ça a fait du sens, de mettre un objectif de chiffre d'affaires au marketing? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que tu as différents niveaux, mais l'alignement, il est super important et dans les objectifs aussi. D'autant plus que en ce moment, quand même, les taux d'atteinte des sales, sont pas au plus haut. Ah Il non? y a quand Ouais, même non. 2-3 études là, je crois que c'est Cobra qui en a sorti une intéressante sur un taux d'atteinte qui a baissé et donc si 35 en face, aujourd'hui des sales, 35 ouais, aujourd'hui des équipes sales, réalisent leur quota. ah c'est ça, On a donc c'est perdu quasiment 2 fois moins. on l'a divisé par 2 par rapport à Ouais 2024. Mmh. et et ça, si en face tu mets une équipe marketing, qui, continue d'aller chercher ses objectifs en t'envoyant des leads alors que toi tu y arrives pas, bah, c'est ultra frustrant. Alors que et du coup, ça crée de la frustration, alors que non seulement tu as un manque, mais en plus de ça, par rapport à ta baseline habituelle, mais en plus de ça, tu pourrais gagner plus par rapport à ta baseline habituelle. Donc en fait, il y a vraiment tout à gagner. Nous, on a essayé de le mettre en place ça chez, Najar, qui est une belle fintech française et ce qu'on a fait, c'est qu'on a incentivé tout le monde au rendez-vous 1 qualifié. Donc c'est-à-dire, Mmh. un rendez-vous 1 qui a été qualifié par le sales. Donc c'est l'AE qui dit: «OK, bah, il était bien». Voilà. Et pour OK. faire ç et ça, c'est intéressant. Ça permet d'avoir, ça permet 2 choses. Après, ça vient avec du plus et du moins. Ça permet la première chose que ça permet, c'est de plus faire de différence entre inbound et outbound. Donc j'ai pas de d'inbound, d'outbound et j'ai pas des sales, qui disent, «Je veux plus de leads entrants et je veux faire moins de sortants». En fait, c'est tout est lié, c'est les vases communicants. Si j'ai moins d'inbound, il me faut plus d'outbound et vice versa. Mmh. Et donc là, on Hyper élimine intéressant. quand même une discussion, de fond et le deuxième, c'est qu'en fait, tout le monde est dans le même bateau et si, j'ai un canal qui performe, bah, je mets moins de pression sur les autres. Si j'ai un trou, parce que j'ai quelque chose qui fonctionne pas bien, bah, je peux réunir tout le monde et dire: «Qu'est-ce que je fais, là pour aller, leverager tout ce que je peux utiliser pour faire plus, là, ce mois-ci?» OK. Et donc Et ça, ça marche bien. En revanche, tu là, ce que je dis est intéressant, mais si je mets un budget en face de ça, mmh. ça veut dire typiquement au marketing que comme je me donne un maximum de liberté pour aller chercher mes objectifs, j'ai vraiment un objectif de croissance. Je peux mettre en face des contreparties en disant je mets un budget, donc ça m'oblige à avoir des coûts d'acquisition et je suis obligé de rentrer un peu dans mes clous. Mais je suis pas capable, ou enfin en tout cas je cherche pas à avoir quelque chose de très prévisible et donc du coup de se dire: «OK, je sais que j'ai X de mon revenu qui va venir à peu près de telle et telle source, et d'avoir tel et tel canaux qui vont me ramener». Donc c'est pas quelque chose qui est, en tout cas dans ce setup-là, et c'est pas ce qu'on cherchait non plus, était pas particulièrement adapté à une boîte, à une scale-up qui chercherait à mesurer, à avoir de la, prédictabilité, savoir que en fait, j'ai beaucoup de stabilité dans mon pipe, que ma, mon
ma pipeline accuracy est élevée, etc., etc. On n'est pas du tout à ce stade-là. En revanche, l'alignement dans la croissance, ça nous a permis, je pense, de faire x 4-5 sur les Ah rendez-vous 1. ouais, Ouais, parce d'accord. qu'en fait, tu alignes tout et tous les efforts d'outbound, par exemple, sont extrêmement, sont ultra ouverts. C'est-à-dire que je fais de l'outbound avec des sales qui vont contribuer à mon travail. Donc quand Et du coup, en fait, j'organise un concrètement, ça m'intéresse. Du coup, ça se matérialisait comment? C'est quoi? C'est tu les aidais à avoir un peu plus d'informations sur un compte, tu, leur permettais de pouvoir mieux travailler leur messaging, par exemple, sur la partie mail? Parce que ça, c'est un gros sujet. On a toujours mis les mails, du côté des sales alors on est toujours très, très mauvais pour faire des mails, alors que je pense que le marketing, peut, aider à bosser sur des messaging bien ouais, précis, bien quali. Ça se matérialisait comment? ça c'est le fond de la réflexion, de se dire, il y a pas de lead, il y a pas de rendez-vous marketing ou de rendez-vous sales parce que l'objectif, c'est que le sales soit ultra productif et donc du coup qu'il n'ait pas à scraper ses propres bases ou qu'il n'ait pas à rédiger ses propres mails. C'est-à-dire qu'il doit y avoir à chaque fois du matériel ou des process pour que le sales soit ultra efficace. OK, Donc en donc fait, il y a forcément une intervention au moment de l'équipe grosse, qui fait partie de l'équipe marketing souvent, dans le travail de mise à disposition des comptes, dans le travail de mise à disposition des outils, de maintien des outils ou de mise à disposition des templates d'email, etc., des séquences, de tout ce que je peux imaginer derrière. Donc en fait, nous, ce qu'on avait dit, c'était, je vais avoir 3 types d'outbound. Je vais avoir un outbound 100% automatisé. Mes petits comptes, ceux sur lesquels, en fait, je vais shooter des séquences que les sales vont pas voir, mais qui sont là dans mon CRM, mais que les sales travaillent pas parce que c'est trop petit et que c'est pas rentable de faire travailler par des sales. Je vais avoir mes comptes entre les deux, mid-market. Et là, les sales vont les travailler avec des séquences automatisées à partir de bases qui ont été cleanées, mises à disposition dans le CRM, enrichies, etc. par l'équipe grosse. Et après, je vais avoir ce qui est 100% sales, soit des comptes un peu sensibles, soit des comptes trop grands, soit des choses que eux vont apporter, mais qui en fait restent très à la marge parce que c'est une connaissance d'un tel et d'un tel. Et ça peut encore arriver évidemment d'avoir des deals qui rentrent par 100% sales sans intervention d'une autre équipe, quoi. En fait, mmh. en structurant sur ces 3 types d'outreach, bah, les rôles sont clairement définis entre chacun et les process sont évidemment différents. Et les sales peuvent se concentrer sur leur vrai métier, c'est-à-dire de donner envie à des gens de pouvoir, de prendre une de discuter pour voir effectivement Ouais, si le produit peut être pertinent. et ils sont libres. Et du coup, comment vous avez fait? Parce que, du coup, là, dans les boîtes dans lesquelles tu as été, vous étiez assez avancés. Moi, le problème que je vois souvent, c'est aussi également, des équipes, tu l'as dit au départ, qui sont en silo avec surtout des outils. Le boom d'outils, c'est incroyable. Moi, quand j'ai commencé la partie sales, je crois que, allez, tu avais Pipedrive, peut-être Reply.io, tu avais peut-être deux trois max. Aujourd'hui, on a des outils qui sortent tous les jours sur la partie sales. Donc, on va avoir l'équipe sales qui va se prendre ces outils, on va avoir l'équipe market qui va prendre ces outils. Et donc, du coup, avec des datas partout, pas d'alignement. Et du coup, ça participe au fait que même l'apprentissage sur ce qui se passe sur le marché, peut-être un positionnement qui est plus du tout, qui est peut-être un peu obsolète, etc. Plein de détections qu'on peut pas avoir. Et du coup, voilà. Comment vous faisiez? Alors, tu as parlé d'équipes grosses. Aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent, alors ceux qui ont de l'argent et ceux qui ont pas d'argent, je vais te demander d'être un peu créatif. Du coup, comment on fait pour avoir une équipe, tu vois, assez solide et justement éviter ces silos en termes d'outils? Beaucoup de personnes parlent des RevOps et cetera, mais c'est aussi des profils qui coûtent cher. Heu, Comment on peut s'organiser en fait, là-dessus? Si tu as de l'argent, je te dirais, go RevOps. Une équipe RevOps, c'est les garants de la data, de tes processus, s'assurer que les systèmes d'information, pour utiliser des mots, un peu barbares, les systèmes d'information soient bien intégrés dans toutes les équipes et que ça communique correctement, voilà. C'est eux les garants de ça, donc s'il y a de l'argent, il faut une équipe, ops performante, ceux qui s'assureront que la donnée est correctement structurée et qu'elle communique bien. Et quand une équipe sales fait quelque chose sur un tel objet, sur tel lead, tel contact, tel compte, ce soit bien vu à la fois chez l'équipe marketing et chez l'équipe care s'il y a besoin, que les remontées produits soient automatisées, etc., etc., etc. Ça, c'est le luxe ultime. C'est une base de données voilà, centralisée dans la mesure du possible pour que tout le monde puisse travailler de concert sans se marcher sur les pieds. Voilà, ça, c'est quand on a Alors de moi, l'argent. j'ai jamais travaillé dans ce genre de boîte, ce serait un rêve, mais du coup, c'est combien de RevOps par sales? Est-ce qu'il y a une règle là-dessus? Parce que parfois je vois des boîtes où il y a un RevOps qui est en train de transpirer avec, une grosse une grosse team. Est-ce que tu as des recos là-dessus, typiquement, est-ce que c'est un RevOps sur 3 sales? Est-ce que c'est un RevOps sur 10 sales?
Non, j'ai pas forcément de reco là-dessus. J'ai entendu beaucoup de choses là, sur des boîtes qui arrivaient à trouver ce ratio-là, dire ok, en fait, je mets un gros Ops, un RevOps, voilà, chacun avait son nom pour X BDR en plus, donc BDR, Ouais. SDR, enfin, voilà. Mmh. Donc il y a des boîtes qui ont trouvé leur ratio comme ça. Euh, je pense que ça dépend beaucoup de l'organisation de la boîte, du marché de la boîte, parce que en fait, tout dépend de là. Donc là, on est en train de rentrer dans des sujets un peu techniques, parce que un CRM, il est structuré en fonction du marché de la boîte et surtout de la manière dont la boîte va l'approcher. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui vont être très partnership, qui vont beaucoup fonctionner comme ça. Je pense par exemple à un Wiglot, qui a des Mmh. partnerships qui doivent être référencés partout et le sales intervient beaucoup plus tard. Il va avoir un CRM qui est structuré complètement différemment d'un Ringover par exemple, où en fait le sales arrive beaucoup plus tôt dans mon cycle de vente, quoi. Et donc Mmh. ça influe forcément sur la manière dont tu structures le CRM, les différents outils et des différents et du people dont tu as besoin derrière. Ça, je pense, c'est assez difficile de donner une réponse. En revanche, effectivement, oui, quand on a des moyens, la data, pour moi, c'est un des piliers de l'alignement entre les marketing et le sales. Parce que si je réponds à ta question par la négative, je réponds peut-être à un peu une autre question, mais la conséquence de pas avoir ça, c'est que chacun arrive avec ses propres métriques et chacun avec ses Complètement. propres problèmes. Moi, Mmh. je te parle de taux de conversion entre ton win rate, et en fait, les sales vont dire non, non, mais ça, c'est pas mon win rate. En fait, moi, je regarde ça. C'est parce que en fait, toi, tu regardes les opportunités qui ont été closées comme ça, mais en fait, c'est pas, voilà, elle n'a pas été fermée correctement. Mmh. Les ops sont garants de ça, quand on a les moyens de l'avoir. Et je pense qu'à l'inverse, quand on n'a pas les moyens, parce que j'ai aussi été dans des boîtes où j'avais pas les moyens, je faisais un Excel. Et je fais un bon vieux Excel, euh, et d'avoir en fait une nomenclature qui est claire. Et ça, on l'avait mis en place chez Arturin. On était, je pense, quand on l'a mis en place, on devait être une petite cinquantaine. Je sais pas ce qu'ils en ont fait aujourd'hui. Quand je suis parti, on était 160, je pense, et ça tenait. Et la nomenclature qu'on a mise en place, elle était extrêmement simple et elle tenait de bout en bout dans le cycle de vie d'un lead jusqu'au churn. Et j'étais capable de dire, ok, je peux le relier à une source, donc avec un budget qui est associé, et je peux l'associer à différents types de conversions. Il y a un Tu peux avoir des événement, différents niveaux de conversion pour savoir qu'est-ce que tu peux voilà. bouger pour augmenter ton chiffre d'affaires. Exactement. Et surtout, je Mmh. peux le suivre tout du long. Et c'est quelque chose de très très simple. Mais en tout cas, je peux le suivre du moment où je le rencontre, celui-ci là, ce lead, jusqu'au moment où il devient client. Et je peux mesurer deux choses. C'est l'efficacité de mes différents canaux dans le mix d'acquisition. Donc, Mmh dans mh. mon revenu, qu'est-ce que ça m'a rapporté? Et commercialement, donc dans mon cycle de vente, lesquels avancent et comment. Et juste Mmh. avec ces deux informations-là, dans un CRM qui était Salesforce. Voilà. Juste là, ça là-dedans. Et ça se fait dans PipeDrive. J'ai déjà mis en place dans PipeDrive. C'est deux valeurs custom avec un champ en drop-down, juste pour s'éviter d'avoir du texte dans tous les sens qui bouge trop. Et ça permet déjà d'avoir un très très bon suivi et d'avoir des métriques en commun qui permettent d'aligner tout le monde. OK. Du coup, comme quoi on peut ne pas avoir beaucoup d'argent, mais de réussir à traquer les choses et à permettre un meilleur alignement. Il y a une dernière équipe, après j'aimerais bien qu'on parle de positionnement parce que c'est souvent en fait aussi également là où il y a la problématique et surtout qu'il y a une problématique qui fait que les boîtes ne font pas de revenus, hein, quand il y a pas un positionnement, assez clair. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle d'une équipe qu'on oublie tout le temps, qui est la partie CSM, qui est une équipe qui sert beaucoup aussi également dans le revenu, mais qui est toujours celle on parle le moins quand on fait du contenu, on parle souvent des sales et newbies et du marketing. Sur la partie CSM, comment tu fais justement pour pouvoir, aligner cette équipe et faire en sorte, bah, que le marketing se nourrit du CSM, que les sales puissent se nourrir aussi également du CSM dans leur manière de mieux vendre et de ne pas faire de fausses ventes évidemment et cetera et voilà. Parce qu'effectivement le CSM a ton positionnement le plus actuel, enfin a les informations pour construire le positionnement le plus actuel possible, quoi. Ouais, t'as- il y a beaucoup de questions. Il Ouais, y a beaucoup désolée, de questions. désolée. Non, je les reprends dans l'ordre. La relation avec l'équipe care, c'est souvent une équipe qui est un peu seule, Ouais. effectivement, parce qu'on la voit pas comme un centre de revenus, alors que moi je pense que c'est une erreur.
Je pense qu'on est en train de s'en rendre compte aussi un peu qu'aujourd'hui, il y a le newbies, mais en fait surtout dans des logiques de SaaS, avec des logiques d'abonnement, la valeur de la base existante, elle est énorme. Et il y a des modèles qui se construisent là-dessus, qui disent en fait le cycle de vente s'arrête pas à la vente, mais au churn. Et entre la vente et le churn, il peut y avoir énormément de choses qui se passent, notamment beaucoup d'upsell, de cross-sell, etc. Et donc, quand on commence à parler de ces options-là, bah, le marketing a évidemment un rôle à jouer qui est le même qu'avec des prospects, mais qui doit être joué avec des clients. C'est-à-dire que je dois être capable de montrer la valeur de mon produit, de produits éventuels additionnels, et après d'aller vendre. Alors après, dans CSM, aujourd'hui, on met tout et rien. En réalité, il y a quand même deux fonctions très très différentes. Une fois que le client a été onboardé, signé pour la première fois, il y a une fonction de support et Mmh. d'accompagnement du client, et il y a une fonction de account management. Donc en fait, c'est mon sales après la vente, quoi. Mmh, 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 mmh. Et je pense qu'en France, on le sépare assez peu. Aux Non, c'est les mêmes États-Unis, équipes, c'est vraiment systématique. C'est-à-dire qu'il n'y a exactement. pas quelqu'un qui vend et quelqu'un qui va faire le support. Mmh. Donc voilà, Puis peut-être qu'on est un peu en retard. il y a surtout des vrais Head of Customer Success Manager qui ont la même place que le Head of Sales, en termes de hiérarchie, voilà. Donc du coup, c'est ce qui fait un peu la différence, c'est que du coup, c'est un poste qui est vraiment hyper valorisé et c'est pas, bah, tu pas un bon sales, vas-y passe au Customer Success Manager, ce qui est un peu le cas, en fait, en France malheureusement. Ouais, Heu ça peut arriver, ça peut arriver. et du coup, justement, est-ce que tu peux donner un exemple en fait de alors je sais pas, ça se trouve tu me dis: «Non, non, j'en ai pas», mais justement dans ton travail de positionnement, ça va nous faire la transition, hem, où en fait, tu travailles avec les CSM, pour pouvoir affiner, ton positionnement, une manière de fonctionner, comment tu fais? Est-ce que tu écoutes leurs calls? Est-ce que tu les réunis pour pouvoir savoir c'est quoi les problèmes et cetera et cetera? Ouais, Je déjà te dis ça parce dans que je dis juste pour les auditeurs, tu étais quand même dans des marchés qui étaient très concurrentiels, notamment Ringover. ouais, Il y a plein des outils qui font bien et qui ont vous avez les mêmes features, et c'est une problématique que beaucoup de boîtes ont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a les mêmes produits, on va avoir tous l'IA et cetera. Donc qu'est-ce qui fait la différence justement? J'imagine que ça part plus de ces équipes-là. ouais, ben ouais, et c'est intéressant. Un des premiers symptômes que tu peux écouter de la part d'une équipe care, c'est si une équipe care commence à avoir énormément de friction avec une équipe sales, c'est probablement qu'il y a un sujet de positionnement. Mmh. Parce que une équipe care, si tout se passe bien, et je te donne un exemple, on va prendre l'exemple de Ringover, si tu as une équipe commerciale, que je t'ai vendu Ringover, parce que tu cherches à avoir plus de performance, tu cherches à mieux onboarder tes sales, mieux former tes sales, réduire le turnover commercial, etc., etc. Là, si je te vends Ringover, a priori, le responsable client qui va récupérer ce client-là, va accompagner sur ces métriques-là et va accompagner le client pour que justement il puisse bénéficier de toutes les fonctionnalités de l'outil pour arriver à cet objectif-là. Si j'ai vendu Ringover parce que en fait, je cherche une alternative à WhatsApp qui me permette d'appeler à l'international parce que je suis un professionnel qui est beaucoup en déplacement, Mmh. je vais avoir que des problèmes avec l'application et la valeur que je vais avoir par rapport au prix que je paye, elle est réduite. Et un responsable client, il n'a pas beaucoup de levier pour améliorer ça. Mmh. Et donc déjà, on peut commencer à se dire, est-ce que je l'ai vendu pour les bonnes raisons? Mmh. Et si on se pose cette question-là, il faut pas qu'on dise juste les sales vous vendez mal. Parce que ça, en fait, il y a des questions de sales training évidemment et des questions de valeur, mais ça c'est le rôle du product marketing manager, de former à la valeur, et ça c'est un rôle du marketing. Et donc, du coup, c'est déjà en écoutant les responsables clients, de la part des responsables de la base client, qu'on peut commencer à se poser les questions sur la partie du positionnement et de savoir quelle valeur on vend et si on est bien aligné entre la valeur, le problème du client, le marché, et qu'on arrive à faire suivre toute cette valeur-là du moment où je commence à faire la promotion de mon produit jusqu'au moment où je signe mon client. OK. Alors j'ai trop de questions, mais il va falloir avancer parce que tu as parlé d'un autre rôle, sur lequel parfois il y a un peu d'incompréhension sur le product marketing, où parfois on a l'impression que, c'est un profil qui travaille sur du messaging et sur pas mal de choses et cetera et cetera. Toi aujourd'hui, systématiquement dans toutes tes équipes, tu as vu un product marketing qui faisait le pont entre toi et les sales ou d'une certaine manière? Ouais, le product marketing manager, il a un rôle qui est très, qui est vraiment un rôle de
Ouais, qui est vraiment un rôle de connexion entre différentes équipes, entre 3 pour moi, entre le produit, le marketing et le sales et en fait, il faut réussir à c'est ma perception, mais en tout cas pour moi, il faut réussir à créer une synergie entre les 3 spécialistes du produit des 3 équipes. Et il doit y avoir une notion de produit chez les sales, de marketing et le produit, c'est plutôt évident. Et le responsable du produit chez le produit, c'est le product manager, c'est le PM. Le responsable au marketing, c'est le PMM. Et les sales engineers, c'est eux les spécialistes du produit côté sales. C'est-à-dire que c'est eux qui vont rentrer en jeu dans les négociations, dans les discussions, quand il commence à y avoir des discussions qui sont trop avancées, très complexes, et qu'on va commencer à parler produit. Et l'objectif du PMM, c'est d'apporter sa contribution un peu à la sainte trinité du product, comme ça, entre ces 3 équipes-là, et de faire en sorte que ça marche. Et d'apporter la Mmh. composante marketing de ça. Et donc, au niveau de l'entreprise, le PMM, pour compléter un peu ces 3-là, ça va être la personne qui va être garante de la partie marché. Parce qu'il est dans l'équipe marketing. Marketing, ça vient du marché. Donc lui, il doit Ouais. comprendre le marché, être capable de répondre à des questions de profondeur de marché, savoir quels sont les pains de mes clients, savoir comment je vais rédiger cette proposition de valeur, et m'assurer que la valeur et que toutes ces informations-là soient correctement communiquées dans l'entreprise au travers de tous les supports qu'on peut imaginer, Le y site, compris les mails, ouais. exactement, y Mmh. compris une présentation commerciale. C'est-à-dire que Ouais. le PMM, pardon, va avoir son mot à dire, en tout cas va devoir accompagner les sales de manière à produire les supports et les process les mieux adaptés pour les démos. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive en tant que marketeur à dire quand tu as tel use case, telle problématique, les features qui vont t'aider à résoudre le problème de ton client, ça risque d'être celle-là. Et donc un sales doit, lui, assez, assez facilement avoir accès à cette information-là, de se dire, ma démo, j'ai un produit qui est complexe aujourd'hui, j'ai une liste de features en général de plus de 90 features, je ne peux pas montrer 90 features à une démo de 45 minutes, 1 heure. Et donc si je J'avoue. veux pouvoir faire une démo qui a de la valeur, il faut que j'arrive à trouver cette info quelque part de qui j'ai en face de moi, quelles sont ces problématiques, comment je vais pouvoir, moi, faire en sorte que ma discovery soulève ces problèmes-là, et ensuite y répondre avec les fonctionnalités et montrer le path to solution de manière ultra évidente, quoi. Donc c'est du gap selling, et du gap selling, il doit être porté par du marketing aussi bien que du sales, quoi. Donc OK. ça, pour moi, c'est le rôle du PMM qui va venir en complément du sales engineer qui va être là, ta composante sales de ça. Et ton pendant sales de je lance un nouveau produit, mais comment je vais le pitcher, comment je vais le vendre, évidemment, ça se fait pas tout seul. Donc lui, il va pouvoir essayer, il va pouvoir tester des choses, rentrer sur des calls sales pour commencer à monter en puissance au niveau d'un nouveau pitch, revenir voir un PMM et dire la valeur, elle est pas tout à fait là, elle est là. Là, je l'ai compris, j'ai parlé avec Et trois quatre lui, il clients, j'ai écoute ou pitché. il fait les calls? Il peut faire les deux. OK. Il peut Parce faire les deux. que en fait, parfois, j'ai du mal à comprendre comment tu peux capter sans avoir toi-même pitché. Je sais pas si tu vois la nuance? Si. Mhm. C'est pas la même chose, en fait, d'écouter quelqu'un avoir fait tout le travail et après de se dire: «Ah oui, oui, je pense que c'est là», alors que tu as pas ressenti, tu vois, le truc de: «Là, j'ai senti le moment de bascule où je l'intéressais, où là, je vois qu'en fait, je l'ai perdu parce que j'ai dit ce mot-là» et cetera et cetera. C'est quelque chose qui s'expérimente, en fait, je Bah, pense que c'est tout l'intérêt d'avoir d'un sales engineer qui est là pour, qui est du sales, avant tout. Donc en fait, il a l'habitude d'intervenir sur des calls et de vendre, et donc c'est la différence de faire intervenir, le CTO quand on est une petite boîte, et d'avoir quelqu'un qui est pas un commercial. Là, c'est un commercial qui est un spécialiste du produit. C'est pas un mmh. spécialiste du produit qui sait vendre aussi. Et donc Mmh. effectivement, je te rejoins, c'est quelqu'un qui est tout à fait capable de saisir un peu les subtilités dans des calls et de dire à quelqu'un: «Tu l'as pas présenté correctement, en fait, cette feature-là», de reprendre et d'accompagner les sales s'il y a besoin, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de faire ses calls, de sentir les subtilités et de remonter ça, au product et au marketing. OK, très, très clair. Bah, du coup, j'aimerais qu'on passe maintenant un peu plus sur la partie positionnement. Toi, tu as la particularité d'avoir fait quand même pas mal de go to market, France et international, donc toujours avec cette logique, même enfin de toujours recommencer et toujours avoir des nouveaux positionnements, à réaliser. Et j'aimerais qu'on rentre un peu là-dedans, sur toi, ta manière de procéder quand c'est toujours un peu tout le monde dit: «Oui», enfin, parfois quand j'entends parler des gens, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de boîtes qui ont pas le bon positionnement ou qui ont des positionnements qui sont un peu bancals. Hem et c'est toujours un peu, on va dire, conceptuel. Comment on trouve son positionnement?
D'ailleurs, j'ai fait un post il y a pas très longtemps en disant que moi, je me suis retrouvée dans cette situation où j'ai un CEO qui est très, très bon en network, qui a réussi à avoir les premiers clients, donc des premiers use cases, donc qui pense qu'en fait, c'est là qu'il faut aller et moi, je me rends compte en tant que sales que c'est pas là qu'il faut aller. Donc voilà, donc j'aimerais bien en fait que tu nous donnes un peu plus d'éléments sur le positionnement, quand on a nos premiers use cases, comment on transforme ça en vrai persona, quoi? Ouais, je pense que tu as évoqué 2 choses vraiment intéressantes. La première, c'est, quand tu dis: «On m'a suggéré quelque chose et moi en tant que sales, j'ai pas senti ça». Je pense que ça ça résonne bien avec la vision que j'ai, c'est-à-dire le marketing va avoir une vision macro. Donc on est capable au marketing, en tout cas on doit l'être, de donner une vision macro, de dire: «Bon, dans cette direction-là, il y a une profondeur de marché. Là, il y a des choses, qu'on peut imaginer creuser». Il y a, dans, le secteur B2B tech, par exemple, il y a, dans le e-commerce, il y a dans le retail, voilà, dire: «Là, j'ai direction». Le sales va pas donner une direction, il va donner l'itinéraire. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus terrain, et il est capable d'aller dire: «Là, oui, mais ça va être compliqué, quoi. C'est-à-dire que là, pour rentrer, je vais galérer. Là, je peux aller là et là, j'ai une grosse pelote à dérouler. Là, j'ai déjà 3-4 clients, donc j'ai mes portes d'entrée». Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus précis que le marketing à qui on va plutôt demander d'avoir une vision un peu macro. Du coup, une fois qu'on a dit ça, bah, on se retrouve un peu encore dans un contexte de discussion où quand je vais avoir une discussion autour d'un positionnement, il va falloir que j'ai des allers-retours entre l'équipe marketing et l'équipe sales avec probablement un moment un juge de paix qui risque d'être le CEO, le CRO, en tout cas quelqu'un qui va acter et dire ok c'est là qu'on va quoi, pour arrêter les discussions et décider de passer à l'action. Et pour pas se tromper, je pense qu'il y a un bon indicateur, c'est de parler en termes de use case. OK. Et c'est pas forcément de regarder, un marché et de dire: «Est-ce que je vais là ou est-ce que je vais pas là?» et c'est de revenir sur l'usage et la valeur, encore une fois. Et si je te prends un exemple, ça peut celui de Ringover. Quand on a lancé les US, on est rentré avec, un positionnement qui était celui, de la France. C'est-à-dire qu'on a pris, ce qui est pas forcément une mauvaise pratique, je veux dire, tu obligé de partir de quelque chose. Mmh. On a pris ce qu'on avait en France et ça a été dupliqué aux États-Unis. Moi, je suis arrivé, dans ce contexte-là. Les États-Unis étaient ouverts, il y avait un petit bureau, et on a dit: «Bon, bah, voilà, il faut qu'on arrive à développer». Et donc, mon réflexe qui a pas forcément été le bon, a été de dire: «Bah, je vais tester les canaux actuels, je vais, commencer à regarder», en sachant que mon benchmark, était quand même, proche de 0. Moi, je connaissais pas ce marché-là aux États-Unis et donc je me dis: «Bon, bah, mon premier travail, ça va être de comprendre ce que c'est qu'une bonne valeur, en termes de coût d'acquisition, un coût pour un premier rendez-vous, voir un petit peu ce que c'est, un beau taux de conversion, entre, MQL et SQL aux États-Unis, et cetera, et cetera. Et donc, je pars avec, plein d'ambition et d'humilité pour comprendre comment ça marche. Mais ce que j'ai oublié de challenger, c'est use case, et d'aller, regarder, le paysage compétitif Mmh. et de se dire: «En fait, moi, mon use case, que j'ai, qui est de dire: "Regarde, en fait, je peux aller te proposer, tac, 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 comme proposition de valeur face à tac, 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 tes problèmes", bah, j'ai de la compétition qui le fait pour beaucoup moins cher aux US. Et donc, Mmh. le paysage compétitif est changé et donc moi ma valeur elle doit changer. Et si tu réfléchis en termes de use case, là c'est intéressant parce qu'on se dit: «Où est-ce que je suis fort?» Je suis fort quand j'ai un volume d'appels qui est sortant, qui est important, avec un besoin de processer, d'onboarder du monde, et cetera. Bref, proposition de valeur sur le cloud, phone. Et donc là je peux me dire: «OK, quels sont les marchés qui correspondent à ça?» Et là il y a peut-être quelque chose à faire côté recrutement. Et ça, c'est OK. un truc qui a réellement permis de changer les choses, en termes de croissance, chez Ringover. C'est quand on est revenu, un jour d'un codir et qu'on a dit: «OK, bah, on va s'aligner tous sur le recrutement». Et ça a été beaucoup plus efficace que d'aller chercher, de Les savoir mêmes canaux. pourquoi est-ce que c'est quoi un taux de conversion normal, combien ça doit me coûter un SQL, et cetera. Et en fait, je reviens sur mon positionnement. En fait, je vais commencer à faire des changements, sur mon site web et je vais commencer à faire des changements dans mon messaging et je vais aller chercher une target qui est différente. Donc je me positionne un peu différemment, mais je vais rentrer aussi dans le marché comme ça. Et comment par exemple, au départ, quand tu démarres, en fait, là, tu as testé des choses. Est-ce que tu auras tendance à tester plusieurs intuitions? Sur, voilà, on va dire que tu es, sur une boîte, des segments assez différents et cetera, pour essayer de voir là où il y a une prise, évidemment en traquant absolument tout? Ou tu vas plutôt être team, je vais tester un segment tous les 2 mois ou tous les 3 mois et voir celui qui mord? Parce que souvent, il y a
Je parle plus pour les boîtes qui ont pas de qui ont moins des moyens, un Ringover, je pense qu'ils avaient quand même pas mal les moyens. Il y a pas mal de boîtes dans lesquelles tu as bossé où il y avait quand même de l'argent et c'est pas les mêmes conditions. Souvent, tu as la peur, tu te dis: «Il faut que j'aille super vite», en fait et donc tu veux tout cibler et finalement tu as pas d'apprentissage ou à l'inverse, tu vas te concentrer sur un truc et bah, tu vas perdre énormément de temps et tu vas devoir recommencer à chaque fois et un peu désespéré. Ouais, je pense que c'est des questions de curseur, que c'est rarement bon de faire qu'un seul truc à fond parce qu'effectivement, bah, il faut éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier et en même temps, tu raison, le saupoudrage d'efforts, bah, malheureusement ça sort très rarement des conclusions. Mmh. Hem, donc ouais, il y a une équipe, elle a, quelle que soit la taille de l'équipe, elle a une bande passante, et en général, il y a quand même, 80 de la bande passante, qui est occupée, dans le day to day. Les sales, voilà, si on leur dit: «On va tester un nouveau marché», d'accord, mais en fait, j'ai encore de toute façon mon volume d'appels à faire, le temps que les bases changent, enfin, il y a tout le changement, je fais pas, comme ça. Donc je vais avoir 20 de mon temps, 25 de mon temps accordé à ce projet-là, et à ces nouveaux projets-là. Et donc, qu'est-ce que je peux faire dans ces 25 et comment j'organise ça, de manière à pouvoir, tester ça le plus rapidement, possible et de la manière la plus concluante possible, quoi. Et donc, OK. ouais, nous, on a fait des choix, assez forts. Il y a eu des discussions qui avaient été lancées à l'époque sur: «Est-ce que je dois changer mon site web ou pas?» Mmh. Ouais, et en fait, à un moment, ben, OK, on change de site web. Donc il y a des discussions, décisions qui sont prises et on le fait. Je pense que ça, c'est un curseur à placer. En revanche, de dire: «Bah, je vais pas, tout couper quand même et je vais continuer de travailler sur d'autres verticales». Je suis pas en train de dire: «Je suis en train de changer, je suis en train de tester une nouvelle verticale, et si ce use case, cette verticale fonctionne, alors dans ce cas-là, je vais double down dessus». Et justement, du coup, comment tu sais, c'est quoi les signaux qui t'indiquent que ton positionnement, il est juste? On repartit aux US là, tu as dit tu as Mmh. doublé, à chaque fois tu te dis à quel moment tu te dis: «C'est bon, là on a le bon positionnement». Alors sachant qu'un positionnement, il est jamais bon pour ad vitam aeternam, sauf ceux qui ont beaucoup de chance, mais du coup, comment tu te dis c'est quoi les signaux qui te disent et cetera? C'est que les sales vendent bien? C'est que tu génères beaucoup de leads, c'est que les targets, soient atteintes, mais peut-être que tu pourrais atteindre beaucoup plus si tu avais un positionnement différent, tu vois? C'est pas facile de savoir si on a le bon positionnement idéal pour sa boîte. Non, je pense que, tu peux toujours te poser la question du positionnement. Je pense qu'il faut pas non plus que ça devienne une obsession parce que si tu le changes tout le temps, Les gens c'est comprennent plus difficile. rien. Ouais. Ouais, et sur le long terme, effectivement, c'est plutôt dommageable. Donc il faut pas en faire une obsession. En revanche, se poser la question régulièrement, effectivement, c'est un bon réflexe. Et après, savoir si on a un bon positionnement, je pense que ça peut se mesurer à plusieurs endroits. Et le Graal, évidemment, c'est de le sentir sur le revenu. C'est de le voir, sur, le volume de signatures, c'est de le sentir sur des sales qui sont plus efficaces, parce qu'en fait, les cycles de vente sont plus rapides, parce que la contract value est plus intéressante. Et puis évidemment à la fin, si on est capable de le mesurer, c'est intéressant sur du churn. Mmh. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, de dire si je sais, quelle campagne a ramené, qui, bah, du coup, après un certain temps, mais après un certain temps, non, évidemment, parce que le churn se mesure, hein, après un certain nombre de mois ou d'années. Donc on peut commencer à regarder un peu les effets des différents positionnements à long terme. Et pour savoir si ça commence à marcher, bah, on regarde les premiers indicateurs disponibles. C'est-à-dire que, sur de l'outreach, par exemple, quel est mon taux de réponse? Mmh. Qu'est-ce que j'ai comme taux de réponse? Est-ce que j'intéresse les gens? Est-ce que ça clique, sur les publicités que je vais lancer, en inbound, en LinkedIn, en Facebook, en ce qu'on veut, sur les plateformes qu'on utilise? Quel est mon taux d'interaction avec les pubs? Si je parle à telle audience sur, LinkedIn, quel est mon taux d'interaction sur mes posts, quoi? Et donc il y a ces petites choses qui doivent être des marqueurs de: «Ah, là je suis arrivé à quelque chose qui commence à résonner». Et puis après le marketing a la responsabilité, bah, de mettre en place les différents leviers qu'il connaît pour aller activer et convertir cet intérêt-là en quelque chose de plus tangible, qui seront probablement au moment des touches commerciales, puis un peu du rendez-vous et puis de se dire: «Ah là, j'ai 4 rendez-vous cette semaine sur cette nouvelle verticale, sur ce nouveau positionnement», c'est que ça commence à prendre, quoi. Et alors moi, j'ai une situation où j'ai toujours vécu parce qu'on souvent, les CMO, on voit comme des personnes c'est marrant, créatifs, mais aussi techniques. En fait, tu vois, justement, qui réfléchissent au positionnement, qui vont faire de la génération de leads, qui vont travailler sur du contenu, qui vont regarder des analytiques et cetera et cetera. Et très peu, en fait, comme, par exemple,
plus notre partie VP Sales, on va devoir embarquer des gens. Parce que moi, je me suis retrouvée souvent dans des situations où en fait, j'ai le marketing qui me dit: «Bon, bah, voilà, en fait, aujourd'hui, on a considéré qu'on va changer et on va changer le positionnement, on pense qu'on a une meilleure traction sur ça et cetera» et là, il faut embarquer tout le monde. Et souvent, ce rôle-là, c'est toujours parfois des moments flous où tu vas avoir le sales qui dit: «Bah, non, moi, j'ai pas envie de vendre ça, moi». Enfin, tu vois, c'est un vrai changement. Tu dois vraiment changer, et cetera. Comment tu fais pour embarquer, quand tu as un positionnement, surtout un changement, soit dans un nouveau pays ou soit, une évolution, un nouveau segment parce que tu décides de up market et donc du coup, tu dois avoir des changements significatifs. Bah, tu as tout un monde à bouger. Comment tu t'y prends, en fait? Ouais. Qui doit prendre le rôle? Ah, c'est dur ça, hein, comme question. Ouais, mais en fait, je me pose la question parce que je sais que tu as Ouais. un CMO, j'allais dire un CMO augmenté, mais je sais que c'est-à-dire que tu as quand même, tu as une vision du CMO très leadership, avec un gros leadership et pas juste enfin, je vois beaucoup de CMO malheureusement qui sont dans l'exécution pure et qui sont pas justement dans cette vision-là et tu vois, moi, genre, quand j'avais discuté avec toi en off, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que je me suis dit: «Mais si j'avais été en face, tu vois, dans ma carrière, tu vois, avec un CMO comme toi, en fait, ma vie aurait été douce parce que mon objectif et ce qu'on aime en fait quand on est sales, tu vois, c'est d'aller chercher des territoires le plus loin possible, d'aller chercher des targets. On adore aller chercher des nouveaux comptes, etc., etc. Il y a un côté galvanisant en se disant ce compte-là, il y a 3 mois, il m'aurait jamais parlé. Aujourd'hui, il me parle, il signe et je vais aller l'upsell, etc., etc. Ça, c'est quelque chose en fait, en tout cas, quand t'aimes le sales qui t'excite, t'as pas envie de te faire chier avec des niveaux de conversion, etc. Oui, en discussion avec le CMO, mais pas tout seul. Donc du coup, en fait, c'est ça que je trouve intéressant dans ton profil, c'est que t'as pas juste une logique de vas-y, on va faire 3 carousels la semaine prochaine parce qu'on pense que voilà, c'est important, il faut faire du contenu. Du coup, en fait, voilà, j'ai l'impression que tu étais quand même proche des équipes sales, des équipes de CSM, etc. Ouais, j'essaye parce que, je pense qu'un bon CMO aujourd'hui, il doit être revenu. Donc, alors autant d'un côté, les dirigeants souvent ont des attentes qui sont très lead gen pour un CMO. C'est-à-dire, génère-moi du lead, génère-moi du business et donc fais que des actions qui sont liées à ça. Je pense que c'est une énorme erreur parce que sur le long terme, la marque, le positionnement, le marketing stratégique sont des éléments qui sont clés. La capacité à prédire un petit peu ce qui va se passer dans un marché, à prendre les bonnes décisions et justement à jouer sur le positionnement, exécuter un positionnement, un go-to-market, et proposer des solutions pour avoir une croissance qui soit rapide mais pérenne. Ça c'est un rôle quoi. Et pour ça, bah, il faut être très axé revenu et être proche des sales. Mmh. Et, et je pense que ça fait pas de mal à un CMO de savoir vendre, d'avoir eu un peu l'occasion de vendre. On ne nous demande pas d'être des gros closers, c'est pas le sujet, mais de savoir ce que c'est de closer, peut-être d'avoir vécu les 3 derniers jours du 28, 29, 30 du mois et d'avoir fait des open space de sales sur ces jours-là. Voilà, c'est comprendre aussi qu'on cale pas une formation dans la dernière semaine. Voilà, c'est ce genre de petites choses qui font qu'une relation elle est cool avec des équipes sales et qu'on s'aligne bien autour des bons sujets, c'est-à-dire réussir ensemble à croître de manière intelligente. Et après, d'embarquer des équipes sales reste quand même un casse-tête, mais comme c'est compliqué d'emmener des équipes marketing en fait, parce que si j'emmène des équipes autour d'un nouveau positionnement, j'emmène tout le monde, quoi. Et donc du coup, ça doit quand même être une question de légitimité. Donc là, on arrive sur des sujets très, j'aime pas trop dire politique parce qu'en fait, ça peut être très humain quand ça se passe bien, quand ça se passe pas trop bien, on commence à dire que c'est politique peut-être, C'est vrai. mais, heu, mais en fait, c'est que ça doit être quelque chose, c'est du leadership. C'est-à-dire, moi, en tant que directeur marketing, j'ai zéro légitimité à aller demander aux équipes commerciales de changer de cible. Et donc du Mmh. coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si c'est sain, je vais aller parler avec le directeur commercial. On va se mettre d'accord, on va trouver nos terrains d'entente. Peut-être qu'en fait, on va pas être d'accord et qu'on va plutôt d'abord tester. Et ça se fait beaucoup. Je prends un sales et je vais lui demander d'aller tester quelque chose. Moi, j'ai déjà entendu plusieurs fois des sales qui ont des profils explorateurs avec dans des boîtes des spécialistes avec des gens qui ont dès qu'il y a un test, c'est les sales qui aiment bien ça, Ouais, qui moi, vont se casser je les fais dents sur les partie de trucs. celle je fais partie de ce genre de personnes, ouais, effectivement. Et Et d'ailleurs, c'est il y un a des bon profils moyen comme ça. de valoriser aussi un sales, de le mettre en fait parce que c'est un peu une logique de tu es un business developer vraiment dans le sens, heu
surtout les profils qui aiment bien être entrepreneurs, tu vois? C'est très bien de les mettre, sur ce d'aller chercher des nouveaux marchés et cetera. Mmh. Ouais, c'est ça, exactement Mmh. ça. Tiens, on va tester un nouveau marché, on va Mmh. tester un nouveau produit, on va tester, une nouvelle manière de vendre, une Mmh. nouvelle, démo et donc ça permet d'avoir, un premier succès, de se convaincre, nous qui sommes les personnes qui prenons les décisions, un directeur commercial, un ou une directrice marketing et cetera. De se dire: «Bon, bah, là, on va dans la bonne décision, on va le faire» et donc d'embarquer tout le monde. Mais un sujet de positionnement, c'est tellement stratégique qu'à mon avis, il faut avoir un moment un CEO, dans la boucle qui prend la parole là-dessus, qui embarque tout le monde et d'avoir probablement, des réunions qui viennent un peu, jalonner tout ça et se poser un peu en mode copil, dire: «OK, on suit les choses, ce gros projet-là, qu'est-ce que ça donne? Comment est-ce que ça évolue? Est-ce qu'on est content, pas content? Est-ce qu'il y a des problèmes dans l'exécution?» pour pouvoir, rapidement ajuster et mesurer. Nickel. Bah, écoute, on va arriver à la fin de ce la discussion est passée très, très vite. Je te remercie énormément pour tes partages. J'aimerais te poser une question parce qu'on est quand même dans une époque un peu, particulière, où, je pense que toi aussi tu le vois, où les playbooks, sont en train d'évoluer très vite, voilà, donc on est obligé d'être un peu, j'ai envie de dire, groupir pour pouvoir réussir, toutes les équipes. C'est quoi le conseil que tu donnerais là, dans ce contexte-là, en fait, justement, à au marketing, par exemple? Si tu devais donner un conseil aujourd'hui, c'est quoi, en fait, un peu ta vision du marketing, en fait, cette année, pour pouvoir réussir à aider à générer assez de revenus pour tenir, en tout cas, l'année, quoi? Ouais. Ouais, il y a un gros changement qui a déjà commencé, qui attend les équipes marketing, ça va être, l'IA. Ouais. Il va falloir adopter les bons outils, pas falloir se tromper et il va falloir, trouver ce qui a de la valeur versus, ce qu'on n'a pas. Chaque boîte va être différente, mais, il y a des évidences en termes de contenu et il y a des choses, très chouettes qui se font. En termes de data, il y a des choses, très, très chouettes aussi, qui vont se faire et de personnalisation. Dit Mmh. data dit personnalisation. Et ça, il va y avoir un petit défi à mon avis qui est le même que toujours, mais avec de nouveaux outils, qui est comment est-ce qu'on intègre ces outils-là dans des processus qui sont pas, des processus en silo? Voilà, pour Mmh. moi, il y a il y a un changement qui était déjà en cours, et on le voit pas mal dans l'outbound en fait. Ouais. C'est, aujourd'hui, faire du mailing de masse, ça marche plus. Hein, Mmh. si on fait de l'outbound comme on envoie, comme on shoot, 10 000 emails, ça marchait au début Mmh. parce qu'en fait, on était peu à le faire, que les On était très destinataires peu savaient nombreux. pas que c'était automatisé et C'était qu'au fait magnifique d'ailleurs cette période. Moi, j'aimerais retrouver un autre playbook qui me permette d'avoir cette époque-là où tu pouvais avoir 10, 15 rendez-vous par semaine. C'était ouais, extraordinaire. ah, Mmh. c'était, le moment des agences grosses où en fait, il suffisait d'aller, scraper, une base de données ou d'acheter des vieilles bases de données et d'envoyer des Ouais. mails dessus et ça marchait. Mmh. Il y avait taux de réponse à 7, 8, 10%. Enfin, Ouais. c'était, voilà, béni soit cette époque, maintenant c'est terminé, GDPR a sonné la fin de la récré et c'est peut-être aussi pour le meilleur, quoi. Il y a eu plein d'innovations qui se sont faites au niveau du web et des cookies et cetera, qui ont permis de faire des tracking à outrance sur des targeting trop précis. Enfin, attention à la vie privée, on est revenu à un truc un peu plus cool, et donc du coup ces choses marchent plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est obligé d'être beaucoup plus proche avec des équipes commerciales, pour mettre en place des campagnes d'outreach qui vont fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut que ces campagnes d'outreach-là, elles aient une vraie raison d'être. Pourquoi est-ce que je te contacte? Qu'est-ce que je te propose? Et c'est pas toujours commercial, en fait. C'est-à-dire Mmh. qu'on n'est plus en train de chercher de la démo, on est en train de chercher du contact. Et on revient en fait à ce qu'on faisait avant quand on était sales tout seul. C'est-à-dire que j'étais pas, tout le temps au téléphone en train de vendre mon produit, mais en train de créer de la relation, pour faire en sorte que quand il y a un besoin, évidemment, j'ai cette relation qui soit là. Mais là, en fait, on essaie de le faire avec tous les outils qu'on a à notre disposition. Donc, ça veut dire aussi, d'utiliser les outils marketing, de l'événementiel, du webinar, du contenu, et qu'une équipe marketing, elle prenne bien ça en compte pour réussir à l'intégrer. Et c'est ça qui fait qu'à mon avis, les stratégies, seront des succès, voilà, au moins, je dirais, 2025, quoi. Eh beh, écoute, cool. Merci beaucoup pour tes partages. Et bah, écoute, je te souhaite énormément de beaux succès, en tout cas pour 2025 et bah, voilà, à bientôt. Ouais, Au merci revoir. de m'avoir eu sur le podcast. À bientôt. Ouais, à bientôt.